Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et à quelle heure vous nous suivez. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires qui vous glaceront le sang, des récits basés sur des événements réels, des secrets enfouis, et des vérités qui refont surface. Ces histoires explorent les recoins sombres de l'âme humaine, les mystères inexpliqués, et les horreurs qui se cachent parfois juste sous nos pieds. Préparez-vous, car ces récits ne vous laisseront pas indifférents. J'avais 43 ans et j'étais divorcé. Depuis l'époque où Reagan était président, je travaillais comme charpentier à Glendale, en Arizona. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai découvert ce matin d'octobre sous l'église Grace Fellowship. J'avais proposé de réparer les dégâts d'eau dans le sous-sol de la chapelle, principalement parce que ma fille allait chanter dans leur chœur de jeunes chaque dimanche. Et, honnêtement, j'avais besoin de quelque chose pour occuper mes week-ends pendant qu'elle restait avec sa mère. Les vieilles églises ont toujours leurs bizarreries, des poutres pourries, des fondations en pierre qui bougent avec la chaleur du désert. Mais Grace Fellowship avait des os solides depuis 1952. Une construction robuste qui n'avait besoin que d'un peu d'amour. Je me souviens avoir plaisanté avec le pasteur Daniels sur la façon dont les constructeurs originaux avaient tout surdimensionné, utilisant 2 fois plus de bois que n'importe quel code moderne ne l'exigerait. J'étais descendu dans ce sous-sol peut-être 6 fois au fil des ans. Habituellement pour des réparations rapides, une canalisation éclatée ici, un peu de travail électrique là. Mais c'était mon premier vrai projet depuis que le pasteur Whitmore était décédé 5 mois plus tôt d'une crise cardiaque soudaine. Étrange comme toute la ville semblait avoir vieilli du jour au lendemain après sa perte. Cet homme avait baptisé la moitié de la population de Glendale, y compris Haley, seulement 2 ans plus tôt. Sa voix douce et son sourire chaleureux faisaient même se sentir les adolescents les bienvenus au service. Mon pied de biche frappa quelque chose d'étrange derrière ce que je pensais être un mur de fondation solide, un bruit creux qui n'aurait pas dû exister dans du béton coulé. Et quand j'arrachai le placoplâtre pourri qu'on avait installé pour le cacher, je découvris une porte peinte exactement de la même couleur gris-pierre que la pierre environnante. Ses bords étaient scellés avec suffisamment de mastic pour survivre à une inondation, et un cadenas qui devait coûter plus cher que mon premier camion. J'aurais dû appeler le pasteur Daniels immédiatement, le nouveau ministre qui avait pris la relève après la mort de Whitmore. Mais la curiosité me prit, comme quand j'avais 12 ans et que j'avais trouvé la collection cachée de Playboy de mon père dans les poutres du garage. Le cadenas était de qualité médico-militaire, le genre qu'on voit sur les bâtiments gouvernementaux, pas dans le sous-sol d'une église. Et celui qui l'avait installé avait soudé une plaque d'acier autour de la gâche pour empêcher quiconque de l'arracher. Je passais 20 minutes avec mes coupe-boulons, le métal gémissant et résistant à chaque centimètre jusqu'à ce qu'il cède enfin avec un bruit semblable à un os qui se brise. Et quand j'ouvris cette porte, l'odeur me frappa en premier. Pas exactement de la pourriture, mais quelque chose de rance et de chimique, comme une chambre d'hôpital qui n'aurait pas vu d'air frais depuis l'administration Carter. La pièce s'étendait sur environ 4,5 mètres, assez étroite pour que je puisse toucher les 2 murs les bras écartés. Et chaque centimètre d'espace mural était occupé par des étagères de fortune construites avec des 2x4 et du contreplaqué. Le genre de construction bâclée qui hurlait, temporaire, mais qui était manifestement là depuis des années. Chaque étagère contenait des boîtes, des bacs en plastique, des sacs d'épicerie, tous étiquetés avec du ruban adhésif et une écriture soignée que je reconnus immédiatement comme celle du pasteur Whitmore. Ces mêmes lettres attentives que j'avais vues sur d'innombrables bulletins paroissiaux et cartes d'anniversaire. Mais ces étiquettes me serrèrent la poitrine d'une manière que le service dominical ne faisait jamais. Sur l'une d'elles, on pouvait lire « Catherine Moss 2008 ». À l'intérieur, je pouvais voir un sac à main, des clés de voiture, une paire de lunettes soigneusement pliées sur ce qui semblait être un portefeuille. Et je me souvenais de Catherine, l'hygiéniste dentaire qui m'avait nettoyé les dents pendant 3 ans avant de prétendument s'enfuir avec un homme rencontré en ligne, laissant derrière elle un mari et 2 garçons qui assistaient toujours au service chaque semaine. Mes jambes devinrent molles alors que j'atteignais une autre boîte, Jason Andry, 2010. Et là se trouvait sa bague de fin d'études secondaires de Desert Vista, celle pour laquelle sa mère avait économisé 3 mois de travail supplémentaire, toujours attachée à un porte-clés avec un mini-basket qui correspondait au numéro de son maillot, le 17. Tout le monde disait que Jason s'était mêlé à des dealers de Phoenix, qu'il avait probablement fini dans une tombe du désert après un mauvais deal. Mais ses baskets étaient là, dans cette boîte. Les Nike orange qu'il portait à chaque entraînement, encore couvertes de la poussière du parquet du gymnase.
À côté de la boîte de Jason se trouvait une autre, plus petite, marquée Angela Vance 2009. Et je dus m'asseoir sur le sol en béton quand je vis son kit d'insuline. Celui violet avec des autocollants de papillons que sa fille avait décoré, parce qu'Angela était censée s'être suicidée après son divorce. Elle aurait sauté d'un pont en Californie. Selon la note qu'ils avaient trouvée, j'en comptais 23 boîtes au total. Chacune représentant une personne qui avait quitté Glendale dans des circonstances différentes. Suicide, affaires, problèmes de drogue, disputes familiales, toutes les explications raisonnables que les petites villes inventent quand des gens disparaissent. Et chacun d'eux avait été actif à Grace Fellowship avant de disparaître. La date la plus ancienne que j'ai trouvée était 2007, écrite sur une boîte à chaussures contenant une alliance et un permis de conduire au nom de Robert Dalton, qui aurait prétendument abandonné sa famille après avoir joué leur épargne. Bien que sa femme Nancy apportait toujours des plats aux repas paroissiaux, sans jamais se remarier, insistant toujours sur le fait que Bobby trouverait son chemin vers la maison. Derrière la dernière rangée d'étagères, j'ai remarqué que le sol en béton avait été recoulé en plusieurs sections. Un travail amateur avec des joints visibles, chaque section mesurant environ 1,8 m sur 90 cm. Et mon cerveau de contracteur reconnut immédiatement les dimensions, même si mon esprit essayait de rejeter ce que cela signifiait. Je suis resté dans cette pièce pendant 1 heure, prenant des photos avec mon téléphone, documentant chaque boîte, chaque nom, chaque date, la batterie de mon téléphone passant de 100% à 30% alors que je capturais des preuves de ce que le pasteur Whitmore, l'homme qui avait conseillé ma femme et moi pendant nos moments les plus difficiles, qui avait rendu visite à ma mère en soins palliatifs chaque jour de sa dernière semaine, avait fait pendant qu'il prêchait sur le salut. La boîte la plus récente me fit vomir dans un coin. Melissa Conway, datée de seulement 4 mois plus tôt, un mois complet après la prétendue crise cardiaque de Whitmore, et Melissa était partie pour s'occuper de sa sœur malade dans le Nevada. Elle avait même envoyé des cartes postales à son club de lecture, bien que je me demande maintenant qui les avait vraiment écrites. Mon téléphone vibra avec un message de Haley me demandant si je pouvais la récupérer plus tôt après son entraînement, et la normalité de cette demande, la simple requête de ma fille, qui s'était assise dans le bureau de Whitmore pour les cours de confirmation, qui lui faisait entièrement confiance, me fit sortir de cette pièce comme si le bâtiment était en feu. J'ai appelé le 911 depuis le parking de l'église, j'ai vu 3 voitures de patrouille arriver en quelques minutes, puis la police d'État dans l'heure, puis le FBI avant la tombée de la nuit. Le calme de l'après-midi dominical se transforma en chaos alors qu'ils évacuaient le bâtiment et entouraient toute la propriété de rubans jaunes. La détective Rivera, une femme dont les yeux avaient trop vu, prit ma déposition cette fois, chaque version révélant un autre détail horrifiant, comme le fait que plusieurs victimes avaient cherché des conseils auprès de Whitmore pour la dépression avant de disparaître. Ou comment il avait toujours proposé de s'occuper des demandes de prière pour les personnes disparues, debout à cette chaire avec des larmes aux yeux, suppliant Dieu de ramener ces âmes perdues à leur famille. Ils apportèrent un radar pénétrant le sol ce soir-là et, avant minuit, ils avaient découvert ce que les plaques de béton cachaient. Bien que Rivera ne me donne pas de chiffres, elle ne cessait de répéter que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais donné aux familles la fermeture qu'elles attendaient depuis des années. Les nouvelles se propagent rapidement dans une ville de 8000 habitants. Et, d'ici le lundi matin, la congrégation de Grace Fellowship s'était divisée en 2 camps, ceux qui refusaient de croire que leur pasteur bien-aimé pouvait faire du mal à quiconque, et ceux qui se souvenaient soudain de moments étranges, de commentaires bizarres, d'absences inexpliquées qui prenaient maintenant un sens sinistre. J'ai regardé depuis mon camion alors que Nancy Dalton s'effondrait devant le poste de police après qu'ils eurent confirmé les restes de Robert. Sa foi en son retour enfin brisée tandis que le mari de Catherine Moss se tenait silencieux avec ses fils. Tous les 3 portant l'expression de personnes qui avaient fait le deuil de la mauvaise manière pendant 14 ans. Les camions de presse arrivèrent comme des vautours, se garant devant l'église, l'école, le dîner où Whitmore avait pris son petit déjeuner chaque samedi. Leurs reporters demandant comment personne n'avait rien remarqué, comment une communauté entière avait pu manquer ce qui se passait sous leurs pieds chaque dimanche pendant qu'ils chantaient des hymnes à l'étage. Haley ne m'a pas parlé pendant 3 jours après que l'histoire ait éclaté. Elle est restée dans sa chambre avec ses photos de cœur de jeune, fixant celle où le pasteur Whitmore avait la main sur son épaule lors du concert de Noël de l'année dernière. Et j'ai compris sa confusion parce que je la ressentais aussi. Comment réconcilier l'homme qui vous avait tenu la main pendant l'enterrement de votre mère avec quelqu'un capable de garder des trophées de ses victimes ? De se tenir au-dessus de leur tombe tout en délivrant des sermons sur la vie éternelle, de réconforter les familles en deuil tout en sachant exactement où leurs proches étaient enterrés. Le pasteur Daniels a essayé de tenir des services le dimanche suivant, mais seulement 40 personnes se sont présentées dans un sanctuaire construit pour 300. Et,
À mi-chemin de son sermon sur la foi mise à l'épreuve, le vieux Howard Keller s'est levé et a posé la question que tout le monde avait en tête. Combien d'autres secrets de Whitmore étaient encore cachés? Et qui d'autre dans la direction de l'église aurait pu savoir? L'enquête a révélé que Whitmore chassait au sein de son propre troupeau depuis 15 ans, choisissant des membres vulnérables qui venaient à lui pour des conseils. Des personnes aux prises avec la toxicomanie, la dépression, l'isolement, celles dont les disparitions pouvaient être facilement expliquées. Il avait tenu des registres méticuleux dans un coffre-fort. Des comptes rendus écrits de chaque meurtre que le FBI n'a pas divulgué au public. Bien que la détective Rivera m'ait dit en privé qu'ils croyaient les sauver d'eux-mêmes, les livrant à Dieu avant qu'ils ne puissent damner davantage leurs âmes. La perversion ultime des soins pastoraux. Ils ont également trouvé des preuves d'un complice, quelqu'un encore en vie qui avait aidé à déplacer les corps, à forger des lettres, à maintenir l'illusion que les victimes avaient simplement quitté la ville, et toute la communauté a retenu son souffle en attendant cette arrestation. Les voisins se regardant les uns les autres avec une méfiance nouvelle, se demandant qui, parmi eux, avait aidé à créer ce cauchemar. 6 semaines après ma découverte, ils ont arrêté la secrétaire de l'église de Whitmore, Beverly Thornton, une grand-mère de 70 ans qui avait travaillé à Grace Fellowship pendant 30 ans, qui avait cuisiné des biscuits pour chaque réunion de jeunes, et qui gérait l'arbre téléphonique de prière avec une précision militaire. C'était elle qui écrivait les cartes postales des morts, qui maintenait leurs réseaux sociaux actifs juste assez longtemps pour établir qu'ils étaient partis volontairement, qui planifiait de fausses observations dans d'autres États par le biais d'un réseau de complices inconscients qui croyaient aider à retrouver des âmes égarées. Le procès a dominé les nouvelles locales pendant des mois, révélant comment elle croyait sincèrement aider Whitmore à accomplir un travail sacré, que ces personnes étaient choisies par Dieu pour transcender leurs souffrances terrestres. Et regarder son témoignage était comme fixer un abîme où la foi et la folie devenaient indistinctes. Grace Fellowship a fermé définitivement après cela. Le bâtiment a été vendu à des promoteurs qui l'ont rasé jusqu'aux fondations. Bien qu'ils aient dû creuser jusqu'à 3,6 mètres pour enlever toute la terre contaminée, et même maintenant, 3 ans plus tard, ce terrain reste vide parce que personne ne veut construire là où 23 personnes ont été enterrées pendant que leur famille priait pour leur retour juste un étage plus haut. Je fais toujours du travail de contracteur autour de Glendale, bien que je refuse tout travail impliquant des églises, et parfois les clients reconnaissent mon nom dans les reportages et me demandent de parler de ce jour-là. Mais je change simplement de sujet et me concentre sur leur rénovation de cuisine ou leur carrelage de salle de bain. Allez à changer pour un cœur scolaire à Phoenix après tout cela. Elle fait les 40 minutes de trajet supplémentaires plutôt que de chanter n'importe où qui lui rappelle Grace Fellowship. Et nous ne parlons jamais des 2 années qu'elle a passées dans le groupe de jeunes de Whitmore. Bien que je remarque qu'elle garde maintenant sa porte de chambre verrouillée, ce qu'elle ne faisait jamais avant. La plupart de la congrégation s'est dispersée dans différentes églises à travers la vallée, essayant de retrouver la foi dans de nouveaux sanctuaires, mais on peut parfois les repérer à l'épicerie ou à la station-service. Ce regard vide particulier de personnes qui ont découvert que leur berger était en fait le loup, qui ont appris que le mal ne s'annonce pas toujours avec des cornes et du soufre, mais porte parfois une collerette et connaît tous les mots justes pour gagner votre confiance totale. Je passe devant ce terrain vide chaque jour en allant au travail, et bien que la ville ait planté de l'herbe et que tout le monde fasse semblant que ce n'est qu'un autre terrain vacant en attente de développement, je sais ce qui se trouvait sous cette fondation. Et je sais que certaines blessures dans une communauté ne se referment jamais vraiment. Elles sont simplement recouvertes de terre fraîche et de nouvelles herbes, attendant que quelqu'un d'autre creuse trop profondément et découvre ce que les petites villes essaient si fort d'enterrer. « 11 ans à évaluer des propriétés saisies vous apprennent à lire une maison avant même d'y entrer. Et cette ferme à l'extérieur de Snowflake hurlait depuis le moment où j'ai tourné dans le chemin de terre qui y menait. Mon superviseur chez Wells Fargo avait marqué celle-ci comme une inspection prioritaire. Quelque chose à propos des anciens propriétaires ayant disparu en pleine rénovation et les 118 mois de paiements hypothécaires impayés, ce qui n'était pas inhabituel, sauf pour l'insistance avec laquelle il voulait que j'y aille avant la fin de la semaine. Le GPS ne cessait de recalculer alors que je m'enfonçais dans le désert, passant la dernière tour de téléphone qui me donnait un signal, jusqu'à ce que je voie enfin le marqueur de propriété que la banque avait décrit. Une boîte aux lettres rouillées sans nom ni numéro, juste des éraflures dans le métal qui auraient pu être des lettres autrefois. Mon café froid dans le porte-gobelet, les papiers s'agitant sur le siège passager à chaque nid de poule. Je ne cessais de penser à la façon dont ces propriétés isolées avaient toujours des histoires que personne ne voulait raconter. L'inspection de propriété semble ennuyeuse jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes généralement la première personne à entrer dans ces lieux abandonnés depuis des mois, parfois des années, marchant à travers les rêves brisés de quelqu'un d'autre avec un bloc-notes et un appareil photo.
La ferme semblait trop propre pour une saisie. Les panneaux solaires brillaient encore sur le toit, un générateur bourdonnait doucement derrière la structure principale, et des traces de pneus fraîches dans la terre qui n'étaient définitivement pas les miennes. J'ai attrapé mon équipement dans le camion, remarquant comment les 12 acres de terre aride avaient été partiellement déblayés selon des motifs étranges, presque comme si quelqu'un avait creusé des canaux d'irrigation, mais avait abandonné à mi-chemin, laissant ces longues tranchées qui partaient de la maison vers les collines. À l'intérieur, l'odeur m'a frappé en premier. Pas de pourriture ou de moisissure comme dans la plupart des saisies, mais quelque chose de chimique et d'âcre, comme un mélange d'hôpital et de béton frais. Et chaque pièce avait été modifiée avec de nouvelles prises électriques, des sols renforcés, à en juger par le son de mes pas, et ces câbles Ethernet serpentant le long du plafond qui semblaient disparaître dans le sol à intervalles réguliers. Ma routine d'inspection prenait habituellement 2 heures maximum, mais je me suis surpris à avancer plus lentement dans cet endroit, prenant plus de photos que nécessaire parce que quelque chose dans ces modifications ne correspondait à aucun plan de rénovation normal. La cuisine avait été vidée et reconstruite avec une ventilation de qualité commerciale, du genre qu'on voit dans un restaurant, mais la salle à manger avait été transformée en ce qui semblait être une salle serveur. Des rangées de batteries de secours clignotaient encore en vert bien que le courant aurait dû être coupé depuis des mois. J'ai suivi un des câbles Ethernet à travers un trou percé dans le sol, ce qui m'a mené à la porte de la cave. Sauf que cette maison n'aurait pas dû avoir de cave selon les plans originaux que j'avais tirés des archives du comté. La porte était en acier, de qualité industrielle avec une serrure magnétique qui était somehow restée engagée malgré la prétendue panne de courant. Et quand j'ai poussé contre elle, j'ai entendu le déclic doux de son déverrouillage, comme si elle attendait que quelqu'un essaie. La cave n'était sur aucun des plans, ce qui signifiait qu'elle avait été construite sans permis. Probablement pourquoi la banque voulait que cette inspection soit faite rapidement avant que les inspecteurs du comté ne commencent à renifler. J'ai descendu des escaliers en béton trop neufs pour être originaux. La lumière de mon téléphone attrapant des marques d'outils fraîches sur les murs où quelqu'un avait creusé cet espace dans le sol dur du désert. Cela devait avoir pris des mois de travail avec un équipement sérieux. Au bas, un couloir s'étendait dans les 2 directions, bordé de plus de portes en acier, chacune marquée d'une date écrite au crayon sur le cadre, remontant à 3 ans. Et l'odeur chimique était plus forte ici, mélangée à autre chose, comme des vieux vêtements, du parfum et de la peur, le tout roulé en un. La première porte que j'ai essayée s'est ouverte sur une pièce d'environ 3x3 mètres. Mur en béton, sol en béton, un seul panneau LED au plafond, toujours en marche grâce à ce qui devait être une alimentation par batterie. Et dans le coin, empilés bien proprement, se trouvaient des valises, des sacs à main, des portefeuilles, des clés de voiture et des téléphones portables. Des dizaines d'entre eux, de toutes marques et styles, disposés comme si quelqu'un les cataloguait. J'ai pris un des portefeuilles, les mains stables, même si mon esprit s'emballait, et j'y ai trouvé un permis de conduire au nom d'une femme nommée Bethany Cromwell de Phoenix, portée disparue 14 mois plus tôt, selon un article de journal que j'avais vu en faisant défiler mon téléphone pendant les pauses déjeuner. Un autre portefeuille appartenait à James Park de Flagstaff. Disparu 2 ans plus tôt lors d'un voyage de camping. Et soudain, j'avais sous les yeux les affaires personnelles de 40 ou 50 personnes, toutes organisées par type, toutes documentées avec de petites étiquettes indiquant des dates et des lieux. Mon appareil photo était toujours accroché autour de mon cou, mais prendre des photos semblait d'une certaine manière mal, comme si j'aurais été complice de ce qui s'était passé ici. Pourtant, je me suis forcé à tout documenter parce que c'était maintenant des preuves. Pas seulement une inspection de saisie. Et quelque part au-dessus de moi, ce générateur continuait de bourdonner, maintenant l'alimentation de quelque chose ici qui devait rester en marche. La deuxième pièce était pire parce qu'elle contenait du matériel de surveillance, des moniteurs empilés sur des étagères métalliques, tous éteints sauf 3 qui montraient des images granuleuses en vision nocturne de différentes parties de la propriété, y compris mon camion garé à l'extérieur. Les caméras étaient toujours actives, enregistrant sur une batterie de disques durs qui cliquetaient et bourdonnaient dans le silence. Et je pouvais voir des superpositions de dates et d'heures montrant la date et l'heure actuelle, ce qui signifiait que quelqu'un avait entretenu le système récemment, probablement dans les derniers jours, à en juger par les motifs de poussière sur le bureau. Un moniteur montrait une vue que je n'ai pas reconnue au début, puis j'ai réalisé qu'il regardait vers le haut depuis le sous-sol à travers une sorte de périscope ou de caméra cachée surveillant la route par laquelle j'étais arrivé. Et un autre montrait ce qui semblait être l'intérieur d'une de ces tranchées que j'avais vues à l'extérieur. Sauf que sous cet angle, je pouvais voir qu'il y avait en fait des grilles au fond, des grilles de drainage qui menaient quelque part, probablement directement vers ce sous-sol. J'aurais dû partir immédiatement. Appeler le shérif depuis la route.
les laisser gérer ce que c'était. Mais j'ai continué à avancer dans le couloir, vérifiant chaque pièce comme si terminer l'inspection rendrait cela normal. La troisième pièce contenait des vêtements, tous nettoyés et pliés, rangés par taille et par sexe, et la quatrième contenait des boîtes de médicaments, des flacons de prescription avec les étiquettes arrachées, mais les pilules toujours à l'intérieur. Des centaines de flacons triés dans des bacs en plastique transparent. La pièce 5 m'a glacé le sang parce qu'elle n'était pas vide comme je l'avais imaginé. Il y avait un matelas par terre, des chaînes boulonnées au mur, des éraflures dans le béton comme si quelqu'un avait essayé de s'en sortir en grattant, et un seau dans le coin auquel je ne voulais pas penser. L'odeur était différente ici aussi. Humaine et récente, peut-être d'une semaine au plus. Et sur le matelas se trouvait un journal, relié en cuir et rempli d'entrées dans différentes écritures, comme si plusieurs personnes y avaient écrit au fil du temps. La dernière entrée datait de 5 jours plus tôt. Juste une seule ligne qui disait « Ils ont dit que quelqu'un viendrait pour la maison bientôt ». Écrite à la main tremblante avec un stylo bleu. Et en dessous, dans une autre écriture, quelqu'un avait ajouté « Assurez-vous que les caméras voient tout ». Je photographiais les pages du journal quand je l'ai entendu. Le verrou magnétique de la porte de la cave qui se refermait avec ce même déclic doux qu'il avait fait en s'ouvrant. Sauf que cette fois, j'étais du mauvais côté. Les moniteurs dans la salle de surveillance me montreraient debout là, serrant ce journal, comprenant enfin que cette inspection n'était pas aléatoire, que mon superviseur m'avait envoyé ici seul n'était pas une question de besoin de rapidité de la banque, et que ces traces de pneus fraîches que j'avais vues n'étaient pas de quelqu'un qui partait, mais de quelqu'un qui arrivait, quelqu'un qui savait exactement quand je serais là. La panique ne décrit pas ce que j'ai ressenti. Plutôt un calcul froid de la gravité de ma situation. Pas de signal téléphonique, personne ne m'attendait avant des heures. Et celui qui avait construit cet endroit avait pensé à chaque détail. J'ai couru vers la porte de la cave, poussant contre elle, tirant sur la poignée. Mais les verrous magnétiques ne fonctionnent pas comme ça. Ils ont besoin d'alimentation pour se libérer, et quelqu'un en haut contrôlait cette alimentation. Le système de ventilation s'est mis en marche avec un bourdonnement bas. Et j'ai remarqué des bouches d'aération dans chaque pièce, me demandant si cette odeur chimique allait devenir plus forte, si c'était ainsi que cela fonctionnait. Mais alors j'ai entendu des pas au-dessus de moi, lents et délibérés, marchant de pièce en pièce comme s'ils faisaient leur propre inspection. Le journal était toujours dans ma main, et j'ai feuilleté plus de pages, trouvant des cartes de la propriété avec des systèmes de tunnels marqués à l'encre rouge, des notes sur les horaires de livraison et des listes de noms avec des cocottes à côté de certains et des points d'interrogation à côté d'autres. Le nom de mon superviseur y figurait avec une étoile à côté. Je suis retourné dans la salle de surveillance en pensant que peut-être je pourrais utiliser l'équipement pour appeler à l'aide. Mais les ordinateurs étaient verrouillés, protégés par mots de passe, et les moniteurs continuaient de montrer leur flux, y compris un nouvel angle que je n'avais pas remarqué auparavant, le couloir de la cave où je me tenais debout à ce moment-là, me regarder à l'écran. Puis j'ai vu un mouvement sur l'une des caméras extérieures. Un fourgon se garait à côté de mon camion, sans plaque d'immatriculation, et 2 personnes en sortaient, vêtues de blouses médicales et de masques chirurgicaux, portant ce qui semblait être des mallettes d'équipement, se déplaçant avec l'efficacité de personnes qui avaient déjà fait cela. Ils ne se pressaient pas, ne s'inquiétaient pas d'être vus, déchargeaient simplement leur fourgon comme s'il s'agissait d'un travail ordinaire. Et l'un d'eux a regardé directement la caméra et m'a fait un petit signe de la main, comme s'il savait que je les regardais, comme s'il voulait que je voie ce qui allait arriver ensuite. Les grilles de drainage. C'est alors que j'ai compris. Ces tranchées n'étaient pas des tentatives d'irrigation ratées. C'étaient des routes d'évasion ou peut-être des routes d'élimination. Et le journal mentionnait quelque chose à propos des coureurs qui avaient essayé de les utiliser mais qui n'étaient jamais allés plus loin que les capteurs. J'ai attrapé une équerre de métal de l'étagère de surveillance et me suis mis au travail sur l'une des grilles dans le sol du couloir, forçant les bords jusqu'à ce que mes doigts saignent parce que rester ici signifiait finir dans l'une de ces pièces ou pire. Et au moins les tunnels me donnaient une chance. La grille s'est détachée juste au moment où j'ai entendu le verrou magnétique de la porte de la cave se désengager avec ce déclic doux. Et je n'ai pas attendu pour voir qui descendait. J'ai simplement sauté dans le tunnel, atterrissant durement sur du béton humide à environ 2,4 mètres plus bas, ma cheville se tordant mais ne se brisant pas, et j'ai commencé à ramper dans l'obscurité totale vers ce que j'espérais être loin de la maison. Derrière moi, j'entendais des voix résonner dans le tunnel, calmes et professionnelles, discutant des dosages et des temps de préparation comme s'ils planifiaient une procédure médicale. Et l'un d'eux a mentionné que les caméras dans les tunnels avaient une vision nocturne pour qu'ils puissent suivre ma progression, me guider là où ils voulaient que j'aille.
j'ai continué à ramper quand même, utilisant la lumière mourante de mon téléphone pour naviguer dans le tube de béton étroit, essayant de ne pas penser à ce qui aurait pu être sur les murs que je touchais ou à ce qui était arrivé aux autres qui avaient essayé cette route. Après ce qui m'a semblé être des heures, mais qui était probablement 20 minutes, j'ai atteint une jonction où 3 tunnels se rencontraient, et j'ai entendu de l'eau couler quelque part en dessous. Un ruisseau souterrain, peut-être quelque chose qui n'était pas sur leur plan. J'ai choisi le tunnel qui descendait en pente, suivant le son de l'eau, et j'ai finalement brisé une grille rouillée pour entrer dans un système de grottes naturelles, faisant partie des formations calcaires communes dans cette partie de l'Arizona. Et pour la première fois depuis que cette porte s'était verrouillée, j'ai eu de l'espoir. La grotte menait à un vieux puits de mine, abandonné probablement depuis les années 1940 à en juger par l'équipement que j'ai croisé. Et de là un ravin désertique à environ 3,2 km de la ferme, où j'ai émergé couvert de boue et de sang, ma cheville enflée au double de sa taille normale, mais vivant et libre avec la carte mémoire de mon appareil photo toujours dans ma poche contenant chaque photo que j'avais prise. Un éleveur m'a trouvé en train de tituber le long de l'autoroute 77 environ 1 heure plus tard, à moitié délirant de déshydratation et de douleur, et m'a conduit directement à la salle d'urgence de Cholo, où j'ai tout raconté à la police pendant qu'une infirmière nettoyait le gravier de mes paumes. Le FBI a pris le relais en quelques heures. Mais quand ils sont arrivés à la ferme le lendemain matin, la cave était remplie de béton, fraîchement coulé et encore chaud. Toutes les preuves enterrées sous des tonnes de ciment à prise rapide de qualité industrielle qui prendraient des semaines à excaver. Mes photos sont devenues la seule preuve de ce que j'avais trouvé. Granuleuses et sombres, mais assez claires pour faire correspondre les affaires personnelles au dossier de personnes disparues dans 3 États. Assez claires pour que les familles aient enfin des réponses, même si elles n'auraient jamais de clôture. La banque a licencié mon superviseur 2 jours plus tard, affirmant qu'il n'avait aucune connaissance d'un lien avec la propriété, et leurs avocats se sont assurés que je comprenais que discuter de toute théorie sur leur implication entraînerait des poursuites que je ne pourrais pas me permettre de combattre. J'ai arrêté de faire des inspections de propriété après cela, j'ai déménagé au Nouveau-Mexique et j'ai obtenu un emploi dans l'évaluation de biens immobiliers commerciaux, de beaux immeubles de bureaux propres avec des caméras de sécurité qui protègent réellement les gens au lieu de documenter leur disparition. Le FBI dit qu'ils enquêtent toujours, que la propriété a été saisie comme scène de crime. Mais je vérifie les nouvelles tous les quelques mois, et rien ne change jamais. Aucune arrestation, aucune mise à jour. Juste cette ferme qui reste vide dans le désert pendant que quelque part, ces gens en blouse médicale sont probablement en train de préparer un autre sous-sol, un autre système, un autre piège pour quelqu'un qui pense qu'il fait juste son travail. Parfois, la nuit, je rêve de ces tunnels, de ramper dans l'obscurité pendant que des voix résonnent derrière moi, discutant de procédures médicales. Et je me réveille en vérifiant la porte de mon appartement pour m'assurer qu'elle s'ouvre toujours de l'intérieur. Que la serrure n'est pas magnétique. Que je peux partir quand je veux. Parce que c'est quelque chose que vous ne cessez jamais de vérifier une fois que vous avez été du mauvais côté d'une porte qui ne s'ouvre pas. 6 mois après avoir enfilé le badge, vous commencez à reconnaître des schémas sur les autoroutes du désert. Les mêmes camionneurs faisant leurs trajets hebdomadaires. Les mêmes endroits où les adolescents font la course avec leur pic UPS le vendredi soir. Les mêmes bornes kilométriques où les coyotes traversent l'asphalte en poursuivant des lièvres. Mon itinéraire de patrouille de Wickenburg à Salomie était devenu aussi familier que ma propre allée. 140 km de l'autoroute 60 de l'Arizona que je pouvais parcourir les yeux fermés. Cette nuit-là, début septembre, le thermomètre de ma voiture de patrouille affichait encore 34 degrés Celsius à 23 heures, et la radio était restée silencieuse pendant près de 2 heures, à l'exception des vérifications de la centrale toutes les 30 minutes, comme une horloge. Je venais de passer le repère kilométrique 43 quand j'ai repéré les lumières devant moi, peut-être à 800 mètres plus loin, là où la route fait une légère courbe près de Centennial Wash. Des lumières rouges et bleues clignotant contre l'obscurité du désert, plusieurs véhicules disposés en formation de points de contrôle. Ce qui était étrange, c'est que personne n'avait mentionné d'opération de contrôle de l'alcool prévue pour cette nuit-là, et j'aurais dû en être informé, car cela tombait directement dans mon secteur de patrouille. Le protocole exigeait que toutes les unités routières soient au courant des contrôles routiers ou des points de contrôle dans leurs zones assignées, surtout sur un tronçon de route aussi isolé où les renforts pouvaient mettre 40 minutes à arriver. J'ai relâché l'accélérateur et attrapé ma radio, appelant la centrale pour confirmer ce que je savais déjà qu'il dirait. La centrale a répondu négativement. Aucune opération prévue dans mon secteur. Aucune autre unité ne signalait d'activité près de Centennial Wash. La femme à la radio, Donna,
qui travaillait de nuit depuis plus longtemps que je n'étais en vie, m'a demandé si j'avais besoin de renfort pour enquêter. Je lui ai dit de rester en attente pendant que je m'approchais, pensant que c'était peut-être des shérifs du comté ou même des agents fédéraux travaillant sur quelque chose qu'ils n'avaient pas jugé bon de coordonner avec nous. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense par ici, près de la frontière. Différentes agences se marchent sur les pieds, bien que généralement quelqu'un nous donne un avertissement par courtoisie. En m'approchant, j'ai compté 4 véhicules au total, ce qui semblait être 2 voitures de patrouille et 2 SUV banalisés, tous avec des gyrophares actifs, positionnés pour canaliser le trafic dans une seule voie. La première chose qui m'a semblé anormale, c'était les uniformes. Même à 30 mètres, avec mes phares éclairant la scène, je pouvais voir que ce n'étaient pas les uniformes standards de la patrouille routière de l'Arizona, ni ceux du comté de Maricopa, ni aucun insigne de département que je reconnaissais. Bleu foncé, presque noir avec des bandes réfléchissantes placées de manière étrange, en diagonale sur la poitrine au lieu d'horizontale. Et ces gars portaient des gilets tactiques par-dessus leurs uniformes, mais sans badge ni plaque de nom visible. L'un d'eux s'est avancé, la main levée, me signalant de m'arrêter, et il avait cette oreillette avec un fil enroulé qui disparaissait dans son gilet, comme le secret service ou quelque chose de ce genre. J'ai baissé ma vitre, et la chaleur du désert a immédiatement envahi l'habitacle climatisé, apportant avec elle l'odeur de créosote et de poussière. L'homme qui s'est approché de ma vitre avait un visage que je n'oublierai jamais. Non pas à cause d'une caractéristique particulière, mais à cause de son aspect absolument moyen. Comme si quelqu'un avait utilisé l'IA pour générer le visage masculin blanc le plus générique possible. Quand il a parlé, son accent était neutre. Aucun marqueur régional, juste un anglais américain plat qui aurait pu venir de n'importe où ou de nulle part. Il m'a demandé mes papiers, ce qui a immédiatement déclenché toutes les alarmes dans ma tête, car je suis assis là dans un véhicule marqué de la patrouille routière de l'Arizona, portant mon uniforme complet. Je lui ai demandé de quelle agence il faisait partie, et il a simplement répété sa demande de papier, son expression ne changeant jamais, comme s'il lisait un script qu'il avait mémorisé phonétiquement sans comprendre les mots. Derrière lui, je pouvais voir 3 autres hommes en uniforme similaire debout à divers endroits autour de leur véhicule. Et voici où cela devient vraiment bizarre. Aucun d'eux ne bougeait, ne changeait de poids, ne tournait la tête pour regarder les tumbleweeds qui passaient, ne s'ajustait même pas contre le vent du désert qui se levait. Ils se tenaient comme des mannequins, parfaitement immobiles, à l'exception de leurs cheveux et vêtements qui ondulaient dans la brise. L'un d'eux tenait ce qui semblait être une tablette ou un porte-document électronique, mais l'écran était tourné loin de moi, projetant cette lueur blanche anormale sur son visage qui faisait paraître ses traits lavés et squelettiques. J'ai de nouveau attrapé ma radio, gardant les yeux sur l'homme à ma fenêtre, et j'ai dit à Donna que j'allais finalement avoir besoin de ses renforts. Possible usurpation d'officier de police. Au moment où j'ai prononcé ces mots dans la radio, l'homme à ma fenêtre a fait un pas en arrière et a fait un geste de la main aux autres. Juste un rapide mouvement circulaire avec son index. Les 4 se sont déplacés en parfaite synchronisation vers leur véhicule. Pas de précipitation, pas de panique, juste un mouvement fluide et coordonné, comme s'ils avaient répété ce scénario exact 100 fois. J'ai mis ma voiture de patrouille au point mort et suis sorti, ma main se posant instinctivement sur mon arme de service, criant aux autres de s'arrêter et de s'identifier. Aucun d'eux ne m'a reconnu, ils ont simplement continué leur retraite synchronisée vers leur véhicule. C'est alors que j'ai remarqué que leur voiture de patrouille n'avait aucune marque de département, aucun numéro d'unité, juste des portes blanches avec des badges en forme d'étoiles génériques qui auraient pu être achetés sur n'importe quel site de fourniture policière. Ce qui s'est passé ensuite me fait encore remettre en question ma propre perception, même si j'ai regardé les images de la caméra de bord probablement 200 fois depuis cette nuit-là. Ils ont démarré leur véhicule simultanément, les 4 moteurs s'allumant exactement au même moment. Et alors qu'ils s'éloignaient en formation de convoi parfaite, leur gyrophare était toujours allumé. Mais voici le truc que personne ne peut expliquer. Sur la vidéo de la caméra de bord, ces lumières se sont simplement éteintes en plein cadre. Pas comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, mais comme si elles cessaient tout simplement d'exister entre une fraction de seconde et la suivante. Une image montre 4 véhicules avec des gyrophares actifs se dirigeant vers le nord sur la route 60. L'image suivante montre les mêmes véhicules, mais les lumières ont disparu, tout simplement disparu, comme si elles avaient été éditées hors de la réalité. Je me tenais là sur cette autoroute vide, regardant leurs feux arrière disparaître dans l'obscurité, tandis que la voix de Donna crépitait dans ma radio, demandant mon statut. Les renforts sont arrivés 17 minutes plus tard. 2 unités se précipitant de Wickenburg avec leurs sirènes hurlantes. À ce moment-là,
j'avais arpenté toute la zone où le point de contrôle avait été, utilisant ma lampe torche pour chercher toute preuve de leur présence. Aucune trace de pneus dans l'accotement mou où ils s'étaient garés. Aucune empreinte de pas dans le sable du désert malgré le fait que je les avais vus marcher autour. Pas même les déchets habituels que l'on trouve à n'importe quel contrôle routier. Pas de mégots de cigarettes, pas de gobelets de café, rien. La seule chose que j'ai trouvée était une étrange résidus sur l'asphalte, comme si quelqu'un avait renversé de la peinture métallique qui avait déjà séché. Ces taches gris argentées disposées en un rectangle presque parfait là où l'un de leurs véhicules avait été positionné. J'en ai gratté un peu dans un sac à preuves, bien que le laboratoire ait dit que ce n'était que du matériau de surface routière standard. Rien d'inhabituel dans sa composition. L'enquête qui a suivi est devenue l'un de ces cas qui circulent dans le département en chuchotement. Les enquêteurs ont examiné les images des caméras de trafic dans les deux directions, mais les caméras montraient mystérieusement rien pendant cette fenêtre de 20 minutes, juste une autoroute vide, même si 3 véhicules civils étaient passés et leurs conducteurs avaient indépendamment rapporté avoir vu le point de contrôle. Un camionneur nommé Walter Gibson avait même été arrêté par eux. Il a dit qu'il lui avait posé des questions bizarres sur son manifeste de cargaison, voulant spécifiquement savoir s'il transportait des produits agricoles ou des échantillons de sol, ce qu'il ne faisait pas. Un couple dans un camping-car, les Anderson du Michigan, a dit que les hommes les avaient laissés passer après avoir braqué des lampes torchées dans leur véhicule pendant un temps inconfortablement long sans dire un mot. Les 3 témoins ont décrit la même chose. Des uniformes sombres, aucune identification appropriée, et quelque chose de fondamentalement faux dans la manière dont ces hommes bougeaient et parlaient. 2 semaines après l'incident, les choses ont pris un tournant encore plus étrange. Le FBI est arrivé à notre poste, pas les gars du bureau de Phoenix avec qui nous travaillons parfois, mais des agents venus de quelque part à l'est qui n'ont pas précisé quelle division. Ils ont confisqué toutes les preuves, y compris les images de ma caméra de bord, bien que j'ai déjà fait des copies personnelles comme tout bon flic le ferait. Ils m'ont interrogé pendant 6 heures d'affilée, posant les mêmes questions encore et encore, particulièrement sur le libellé exact utilisé par les faux officiers, leur description physique, et si j'avais remarqué des interférences électromagnétiques inhabituelles avec mon équipement. Ils semblaient particulièrement intéressés par le timing, à la seconde près, du moment où ces gyrophares avaient disparu de la vidéo. Avant de partir, ils ont clairement indiqué que cela était maintenant classé comme une affaire fédérale et que toute discussion supplémentaire sur l'incident pourrait être considérée comme une ingérence dans une enquête en cours. Depuis, j'ai entendu par des canaux non officiels des incidents similaires dans le Nevada, l'Utah et l'Est de l'Oregon. Toujours sur des autoroutes isolées, toujours tard dans la nuit, toujours avec le même profil, de faux agents de la force publique, des mouvements synchronisés, des questions bizarres sur les produits agricoles ou les échantillons géologiques, et des preuves qui ne s'additionnent tout simplement pas. Les camionneurs ont commencé à s'avertir mutuellement sur leurs canaux CB, les appelant les « points de contrôle fantômes », bien que la plupart des gens pensent que ce n'est qu'une autre légende urbaine comme les enfants au lieu noir ou l'autostoppeur disparu. Mais je sais ce que j'ai vu cette nuit-là. Ce que ma caméra a enregistré et ce que ces autres témoins ont vécu. Qui que soient ces hommes, quoi qu'ils cherchaient là-bas dans le désert, ils opèrent toujours. J'ai été transféré au quart de jour maintenant. J'ai dit à mon superviseur que c'était pour vouloir un meilleur horaire. Mais la vérité, c'est que je ne peux plus conduire sur ce tronçon d'autoroute la nuit sans vérifier constamment mes rétroviseurs, me demandant si je vais revoir ces lumières, me demandant si la prochaine fois ils ne me laisseront pas simplement partir. Janvier à Bisbee signifiait 2 choses, les touristes étaient partis et le temps pouvait devenir méchant sans prévenir. J'avais hérité de la maison de ma grand-mère juste à l'extérieur des limites de la ville au printemps précédent, juste après avoir obtenu mon diplôme d'infirmière à 31 ans. Et la plupart des gens pensaient que j'étais folle de vraiment emménager là. Une femme seule vivant seule à 40 minutes du voisin le plus proche, disait-il en secouant la tête à la pharmacie ou à l'épicerie. Mais après 7 ans d'appartements exigus et de colocataires qui ne lavaient jamais leurs assiettes, cette petite maison en adobe nichée contre les Mule Mountains semblait être la liberté elle-même. J'avais mes livres, mon chat Oliver, et assez d'économies pour prendre quelques mois de congé avant de commencer à l'hôpital régional. Ce que je n'avais pas, comme je l'apprendrais cette nuit-là, était une réelle compréhension de pourquoi ma grand-mère avait installé autant de verrous sur ses portes, ou pourquoi elle avait passé ces dernières années à écrire ces étranges lettres au shérif au sujet des lumières dans les collines. Cette soirée particulière a commencé comme n'importe quelle autre nuit d'hiver dans le sud de l'Arizona. Le froid tombait vite une fois le soleil disparu derrière les montagnes, le vent se levait et faisait trembler les vieux cadres de fenêtres en bois. Je préparais le dîner, juste des pâtes et de la sauce en bouteille,
quand j'ai remarqué les premiers flocons de neige dériver devant la fenêtre de la cuisine. La neige à Bisbee n'était pas inouïe, mais une vraie tempête était suffisamment rare pour que je m'arrête et regarde. En 1 heure, elle tombait drue, recouvrant le paysage désertique de blanc, transformant les saguaros et ocotillos familiers en formes étranges et imposantes. Oliver était assis sur son perchoir près de la fenêtre, la queue frémissante à cause de quelque chose dehors que je ne pouvais pas voir. Vers 19 heures, j'ai essayé d'appeler mon ami Claire en ville pour plaisanter sur le temps, mais mon téléphone n'avait pas de signal. Pas inhabituel par ici quand les tempêtes passaient. Je n'étais pas encore inquiète. J'avais du bois de chauffage, beaucoup de nourriture, et le générateur que ma grand-mère avait installé se mettrait en marche si le courant était coupé. Je me sentais en fait à l'aise, en sécurité même, regardant la neige s'accumuler sur les rampes du porche pendant que je m'installais avec un roman policier en édition de poche. L'ironie de la situation ne me frapperait que bien plus tard. À exactement 21h17, je le sais parce que je venais de vérifier mon téléphone en espérant un signal, tout est devenu noir. Pas l'assombrissement progressif que vous obtenez quand une tempête fait tomber une ligne électrique quelque part au loin, mais une obscurité instantanée et complète, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Le bourdonnement du chauffage s'est éteint. Le réfrigérateur a cessé son ronronnement doux, et soudain tout ce que je pouvais entendre était le vent et la neige frappant les fenêtres. J'ai tâtonné jusqu'au tiroir de la cuisine où je gardais une lampe torche, renversant mon verre d'eau au passage. Le bruit a fait hurler Oliver et il a filé à l'étage. Alors que j'allumais la lampe torche, j'ai attendu le ronflement familier du générateur qui se mettait en marche. Ma grand-mère avait payé cher pour cette chose. Toujours paranoïaque à l'idée de perdre le courant ici. 10 secondes se sont écoulées, puis 20, puis 1 minute entière. Rien. La maison devenait plus froide à chaque seconde. Ce froid du désert qui s'infiltre à travers les murs et trouve vos os. J'ai enfilé ma veste et me suis dirigé vers la porte de derrière, le faisceau de la lampe torche coupant l'obscurité pour vérifier l'abri du générateur. J'avais fait la moitié du chemin dans la cuisine quand je les ai entendus. Des pas dans la neige, lents et délibérés, croustillant autour du côté de la maison vers le porche avant, pas les pas rapides et légers d'un cerf ou d'un javelot. Ceux-ci avaient du poids derrière eux, un rythme qui ne vient que de 2 jambes humaines. J'ai éteint ma lampe torche immédiatement, la mémoire musculaire de toutes ces émissions de true crime que j'avais écoutées, et je me suis plaqué contre le mur. Les pas ont continué, sans hâte, comme si la personne savait exactement où elle allait. Ils se sont arrêtés juste devant mon porche, peut-être à 3 mètres de l'endroit où je me tenais, figé dans ma cuisine sombre. Pendant un moment, il n'y a eu que le silence et le chuchotement de la neige qui tombait. Puis j'ai entendu quelque chose qui a fait s'embraser chaque nerf de mon corps, le grattement métallique distinct de quelqu'un essayant différentes clés dans la serrure de ma porte d'entrée. Pas en la crochetant, pas en la forçant, mais en essayant méthodiquement clé après clé comme s'il en avait toute une série. Mon esprit s'est emballé. Qui aurait des clés? Les anciens propriétaires? Quelqu'un que ma grand-mère connaissait? Le grattement s'est arrêté, suivi d'un grognement bas de frustration. Puis les pas ont repris, se dirigeant maintenant vers l'arrière de la maison où j'allais, vers l'abri du générateur, vers l'autre porte. J'avais peut-être 30 secondes avant que ces pas n'atteignent la porte de derrière. Mes jambes ont enfin répondu, me portant en chaussettes silencieuses vers le placard du couloir où ma grand-mère gardait son fusil de chasse. Mes doigts ont tâtonné dans le noir, poussiéreux mais solide, et j'ai attrapé la boîte de cartouches de l'étagère du haut. J'avais appris à tirer des années plus tôt, mais chargé dans l'obscurité totale avec des doigts tremblants tout en écoutant ces pas réguliers se rapprocher était une toute autre histoire. J'ai réussi à en mettre 3 avant d'entendre la poignée de la porte arrière s'agiter. Puis, tout comme avec la porte d'entrée, est venu ce grattement horrible de clés. Une clé, puis une autre, puis une autre. Qui que ce soit, il était préparé, avait planifié cela. Le vent hurlait, couvrant le son de ma respiration alors que je me positionnais au bout du couloir avec une vue dégagée sur la porte de derrière. À travers la petite fenêtre de la porte, je pouvais distinguer une silhouette. Grande, massive, et ce qui semblait être un manteau lourd, le visage obscurci par l'obscurité et la neige. La silhouette a essayé une autre clé, et cette fois j'ai entendu le clic subtil d'un verrou qui tournait. Ma grand-mère avait installé un verrou à peine dormant et une chaîne en plus du verrou normal. La poignée a tourné et la porte s'est poussée vers l'intérieur de quelques centimètres avant de s'arrêter contre la chaîne. La silhouette n'a pas juré, ni donné de coup de pied dans la porte, ni fait aucune des choses qu'un cambrioleur frustré pourrait faire. Au lieu de cela, il a sorti quelque chose de son manteau. Une paire de coupe-boulons,
les longues poignées brillant faiblement dans la faible lumière de la lune filtrant à travers les nuages de tempête. Il a glissé l'extrémité coupante dans l'espace de la porte, cherchant la chaîne. Et c'est alors que j'ai vu son poignet dans la fente de la porte. Une épaisse bande de montre en cuir. Et en dessous, un tatouage que j'ai reconnu avec un frisson de terreur. 3 pics de montagne avec un soleil se levant derrière eux. J'avais vu ce tatouage auparavant, plusieurs fois en fait, sur le bras d'un homme nommé Clayton qui dirigeait le magasin de quincaillerie en ville. Le même homme qui m'avait aidé à changer les serrures quand j'avais emménagé pour la première fois. Le même homme qui avait fait des copies de mes clés pour le double que je voulais cacher à l'extérieur. Le même homme qui avait posé tant de questions sur le fait que je vive seul, sur mon emploi du temps, sur le fait que quelqu'un vienne me rendre visite. Les coupe-boulons ont trouvé la chaîne et ont commencé à se refermer avec un grincement métallique. Dans environ 5 secondes, il serait à l'intérieur de ma maison. J'ai levé le fusil et j'ai armé la cartouche dans la chambre. Le son était inconfondable même à travers la porte dans la tempête. Les coupe-boulons ont cessé de bouger instantanément. Pendant 3 battements de cœur, aucun de nous n'a bougé. Lui d'un côté de la porte avec son bras toujours passé dans l'espace. Moi de l'autre avec le fusil pointé à hauteur de poitrine. Puis son bras s'est lentement retiré, ramenant les coupe-boulons à travers. J'ai entendu ses bottes se déplacer dans la neige. Et quand il a parlé, sa voix était différente de celle du sympathique propriétaire de quincaillerie que je croyais connaître. Plus grave, plus rude, avec une arête qui m'a fait frissonner. Maintenant, il n'y a pas besoin de ça, a-t-il dit presque conversationnellement, comme si nous discutions de couleur de peinture au lieu de lui qui s'introduisait chez moi par effraction. Je voulais juste vérifier comment tu allais dans la tempête. Le courant est coupé dans toute la ville. Je me suis inquiété en voyant ta maison s'assombrir. Le mensonge décontracté a fait monter ma colère à travers la peur. Sors de ma propriété, Clayton, ai-je répondu, surprise de la fermeté de ma voix. Je sais que tu as coupé ma ligne électrique. Je sais que tu m'as observé. Il y a eu une pause, puis un rire bas qui semblait venir du fond de sa poitrine. Ta grand-mère disait la même chose, tu sais, toujours si paranoïaque, toujours à penser que quelqu'un en avait après elle. Dommage ce qui lui est arrivé à la fin. Mon doigt a trouvé la détente alors que les morceaux s'assemblaient dans mon esprit. La mort de ma grand-mère avait été classée comme cause naturelle. Une défaillance cardiaque dans son sommeil, mais elle était en bonne santé pour son âge, jardinant et faisant de la randonnée la semaine avant sa mort. Elle avait écrit ses lettres au shérif à propos de quelqu'un qui surveillait sa maison, à propos de lumière dans les collines la nuit, à propos de se sentir en insécurité. Le shérif avait rejeté cela comme la paranoïa d'une femme âgée. Mais si elle avait eu raison tout du long? Et si Clayton faisait cela depuis des années, observant les femmes qui vivaient seules, attendant le bon moment? Que as-tu fait à elle, ai-je demandé, gardant le fusil braqué sur la porte. Il n'a pas répondu directement, mais je l'ai entendu bouger, ses bottes croustillant dans la neige alors qu'il marchait le long de l'arrière de la maison. Il se dirigeait vers les portes de la cave, de vieux panneaux en bois qui menaient à l'espace de rampement sous la maison. Je n'y étais jamais descendu. Ma grand-mère les avait gardés cadenassés, disant qu'il n'y avait que des araignées et de vieux déchets. Mais maintenant je me souvenais de quelque chose d'autre. Elle avait mentionné une fois que les anciens propriétaires avaient relié la cave à la maison par une trappe dans le garde-manger pour la sécurité en cas de tornade dans les années 50. Si Clayton connaissait cette connexion, s'il avait aussi des clés pour le cadenas, il pouvait entrer sans passer par aucune des portes. J'ai couru vers le garde-manger, manquant de trébucher sur Oliver, qui était descendu pour enquêter. Le chat a sifflé vers quelque chose que je ne pouvais pas voir, ses poils se hérissant, puis il a filé à l'étage. Le faisceau de ma lampe torche a balayé le sol du garde-manger jusqu'à ce que je le trouve. Un contour carré dans le plancher, peint mais visible si on savait où regarder. J'ai attrapé une lourde poêle en fonte de l'étagère et l'ai posée sur la trappe. Puis j'ai ajouté un sac de farine et tout ce que j'ai pu trouver de lourd. Cela ne l'arrêterait pas, mais cela le ralentirait et ferait du bruit s'il essayait de passer par là. De quelque part sous la maison est venu un cliquetis métallique, puis un autre. Il était dans la cave. Je pouvais l'entendre bouger là-bas, chercher quelque chose. La trappe sous mon barricade improvisée a grincé légèrement, testant. Puis le silence. Un long silence qui a fait bourdonner mes oreilles. Je me tenais là dans le garde-manger sombre, le fusil prêt, écoutant mon propre battement de cœur et attendant son prochain mouvement. C'est alors que j'ai entendu quelque chose qui m'a d'abord déconcerté. Le générateur qui se mettait soudainement en marche à l'extérieur,
inondant la maison de lumière. Chaque ampoule s'est allumée d'un coup, aveuglante après tant d'obscurité. Mais cela n'avait aucun sens. Pourquoi réparerait-il le courant qu'il avait coupé? Puis j'ai compris, et la réalisation m'a frappé comme de l'eau glacée. Il voulait que les lumières soient allumées pour me voir de l'extérieur. Toutes ces fenêtres que je n'avais jamais pensé à couvrir de rideaux parce qu'il n'y avait pas de voisins à craindre. Maintenant, elles étaient comme une scène affichant chacun de mes mouvements à quelqu'un debout dans l'obscurité au-delà. J'étais éclairé comme une actrice sous les projecteurs tandis qu'il était invisible dans la tempête. Je me suis immédiatement laissé tomber au sol, rampant à la militaire vers le salon où les rideaux étaient tirés derrière moi. J'ai entendu les portes de la cave claquer et des pas courir dans la neige, faisant le tour de la maison. Il me cherchait à travers les fenêtres, traquant son angle de tir ou d'entrée parfait. J'ai atteint le salon et j'ai pressé mon dos contre le mur entre deux fenêtres, essayant de contrôler ma respiration. Les pas se sont arrêtés quelque part près des fenêtres de la cuisine. Puis j'ai entendu quelque chose qui a resserré ma poitrine. Le son distinct d'une vitre qui se coupe. Ce couinement aigu d'un coupe-verre qui marque une fenêtre. Il allait découper un cercle, passer le bras, et déverrouiller une fenêtre de l'intérieur. Aucune clé nécessaire, aucune porte forcée, juste une entrée propre et silencieuse pendant que je me blottissais ici dans la lumière qu'il avait si gentiment fournie. Je savais que je devais agir vite. Le coupe-verre s'est arrêté et j'ai entendu un coup sec. Il cassait le cercle marqué. Je me suis traîné sur le ventre jusqu'au panneau électrique dans le couloir, j'ai tendu la main et j'ai éteint le disjoncteur principal. L'obscurité a englouti tout à nouveau. Cette fois, je l'ai entendu jurer bruyamment de l'extérieur. La première vraie marque de frustration qu'il avait montrée. Bien. Qu'il soit celui qui trébuche dans le noir dans la neige. Je me suis frayé un chemin de retour vers la cuisine par la mémoire, évitant les meubles que je savais être là, et je me suis positionné où je pouvais voir à la fois la porte de derrière et la fenêtre sur laquelle il travaillait. Le trou dans la vitre était visible comme un cercle plus sombre contre la fenêtre sombre, de la taille d'une balle molle, juste à côté de la targette de la fenêtre. La neige soufflait déjà à travers, créant une petite congère sur mon comptoir de cuisine. Pendant un moment, tout était immobile à part le vent. Puis j'ai vu un mouvement au niveau du trou, une main gantée passant à travers, cherchant la targette. J'ai levé le fusil et j'ai tiré sans hésiter. Le coup a été assourdissant dans l'espace confiné, et la fenêtre a explosé vers l'extérieur dans une pluie de verre. La main a disparu instantanément et j'ai entendu Clayton jurer et trébucher dans la neige, s'éloignant de la maison. Je l'avais manqué, probablement intentionnellement. Je n'aurais pas pu me résoudre à tirer sur quelqu'un, même lui, mais le message était clair. Pendant l'heure suivante, rien ne s'est passé. Je suis resté dans ma position défensive, le fusil prêt, à l'écoute. La neige continuait à tomber, le vent hurlait, mais Clayton était resté silencieux. Peut-être que je l'avais effrayé. Peut-être qu'il m'attendait. Mon téléphone a soudainement vibré. Une barre de signal était apparue. J'ai rapidement composé le 911, ma voix tremblante alors que j'expliquais la situation à la dispattrice. Elle a dit que des unités étaient déjà en route. Apparemment, la femme de Clayton avait appelé 20 minutes plus tôt lorsqu'elle avait découvert son atelier. Elle avait trouvé ce qu'elle avait appelé une collection troublante, des centaines de photos de la maison de ma grand-mère, des notes détaillées sur ses routines, et une documentation similaire sur 4 autres femmes du comté, y compris moi. Elle avait également trouvé les bijoux manquants de ma grand-mère et un trousseau de clés avec des copies étiquetées avec des adresses. La dispattrice m'a dit de rester en ligne, que les officiers étaient à 5 minutes malgré la tempête. Alors que j'attendais, j'ai entendu des sirènes au loin devenir plus fortes. Puis, de quelque part à l'extérieur, la voix de Clayton, calme à nouveau, mais avec une pointe de quelque chose comme de la déception. Il ne l'aurait jamais su si tu avais juste été amical, comme ta grand-mère. Trop méfiante pour ton propre bien. Je n'ai pas répondu. 2 minutes plus tard, des lumières rouges et bleues ont rempli mes fenêtres, et j'ai entendu des officiers crier des ordres. Ils ont trouvé Clayton en train d'essayer de se cacher dans l'abri du générateur, tenant toujours le coupe-verre et les coupe-boulons, sa main droite saignant là où des éclats de verre l'avaient touché. Le procès a fait les gros titres dans tout l'Arizona. Clayton Pierce, c'était son nom complet, harcelait et terrorisait les femmes de la région depuis plus de 15 ans. Le procureur a présenté des preuves le liant à la mort de ma grand-mère. Il s'était introduit chez elle la nuit, utilisant ses clés copiées, déplaçant des objets, créant un stress qui avait probablement déclenché sa crise cardiaque fatale.
Ils ont trouvé des journaux dans son atelier datant de décennies, documentant son obsession pour les femmes vivant seules, surtout celles qu'il avait aidées dans son magasin de quincaillerie. 4 autres femmes se sont manifestées pendant l'enquête, partageant des histoires d'incidents étranges qu'elles avaient mis sur le compte de coïncidence. Des objets manquants qui réapparaissaient des jours plus tard, des portes qu'elles juraient avoir verrouillées trouvées ouvertes. Le sentiment d'être observé que tout le monde leur disait être juste de la paranoïa. Une femme, une enseignante à la retraite nommée Dorothy, s'est effondrée en larmes lorsqu'elle a appris la vérité. Elle avait déménagé 3 ans plus tôt, convaincue de perdre la tête lorsque des objets dans sa maison bougeaient tout seuls. Clayton a écopé de la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sa femme a divorcé et quitté la ville. Le magasin de quincaillerie a fermé et quelqu'un de Phoenix a acheté le bâtiment pour en faire une boutique d'antiquités. Je vis toujours dans la maison de ma grand-mère. J'ai installé des caméras de sécurité, des lumières à détection de mouvement et un meilleur système d'alarme. J'ai mis des barreaux aux fenêtres de la cave et j'ai remplacé toutes les serrures à nouveau. Cette fois, je l'ai fait moi-même. Oliver s'assoit toujours près des fenêtres, mais maintenant il semble plus calme, comme si ce qu'il sentait avant avait enfin disparu. Parfois, les nuits d'hiver quand le vent se lève, je me souviens de cette nuit et je vérifie mes verrous 2 fois. Mais j'ai refusé de laisser la peur me chasser de la maison que ma grand-mère aimait, la maison qu'elle a essayé de protéger. Je sais maintenant qu'elle n'était pas paranoïaque. Elle avait raison. Et son refus d'être chassée, même face à un vrai danger, m'a donné la force de rester et de me battre quand mon tour est venu. Le département du shérif a officiellement présenté ses excuses pour avoir ignoré ses préoccupations, et ils ont mis en place de nouveaux protocoles pour traiter les signalements de harcèlement. J'ai commencé à travailler à l'hôpital le mois dernier et je me fais lentement des amis en ville. Les gens chuchotent encore parfois sur ce qui s'est passé, mais la plupart du temps, ils se contentent de hocher respectueusement la tête quand ils me voient au magasin ou au dîner. Je suis la femme qui s'est battue, qui a survécu, qui a aidé à exposer un prédateur qui se cachait en pleine vue depuis des années. Ma grand-mère en serait fière. Les ventes aux enchères de succession attiraient toujours la même foule autour de Hullbrook. Principalement des marchands à la recherche d'antiquités et des locaux espérant obtenir des meubles bon marché. Ce samedi matin, début juin, je me suis garé dans l'ancien ranch Garrison avec mon pick-up et un thermos de café, prêt à enchérir sur du matériel agricole pour ma propre petite exploitation juste à l'extérieur de la ville. Mon père avait travaillé dans des ranchs d'élevage toute sa vie avant de mourir 5 ans plus tôt. Et voir toutes ces granges délabrées et ces enclos poussiéreux m'a rappelé des souvenirs de l'avoir aidé pendant les marquages alors que j'étais à peine assez grand pour atteindre les loquets des portes. J'ai reconnu la plupart des visages dans la foule. Des gens avec qui j'étais allé à l'école ou auprès de qui j'avais acheté du fourrage au fil des ans. Tout le monde parlait de la façon dont la banque avait finalement saisi le ranch après que le vieux Garrison soit mort sans héritier pour revendiquer l'endroit. Ce qui m'a frappé en premier, c'est le volume impressionnant d'effets personnels éparpillés sur les tables de vente aux enchères. Bien plus que ce à quoi on pourrait s'attendre d'un vieux rancher vivant seul. Il y avait des bottes de travail dans au moins 15 tailles différentes. Des dizaines de ceintures en cuir usé, des piles de vestes en jean délavées avec des motifs d'usure différents, comme si elles avaient appartenu à des hommes de taille et de morphologie variées. L'assistant du commissaire-priseur, un gars nommé Bradley qui était allé à l'école avec mon neveu, ne cessait de sortir des boîtes remplies de portefeuilles, de couteaux de poche, de montres-bracelets, et même de prothèses dentaires dans de petits étuis en plastique. Chaque objet avait un numéro de lot collé dessus, et la mère de Bradley cataloguait tout sur son ordinateur portable, s'arrêtant parfois pour essuyer la poussière de ses lunettes et plisser les yeux sur un détail qui ne correspondait pas tout à fait à leur feuille d'inventaire. Je me suis dirigé vers une table pliante près de la grange où ils avaient disposé des dizaines de photographies encadrées, la plupart montrant des groupes de mains de ranch posant avec des chevaux ou debout autour de feux de marquage. Les photos couvraient ce qui semblait être 40 ans, à en juger par les changements de modèles de camions visibles en arrière-plan et l'évolution des impressions en noir et blanc au tirage couleur délavé. Dans chaque photo, Garrison se tenait au centre, sa colonne vertébrale courbée distinctive et son œil gauche tombant le rendant facile à repérer. Mais les travailleurs autour de lui ne se répétaient jamais d'une photo à l'autre. Pas un seul visage familier ne réapparaissait entre les saisons, ce qui semblait impossible étant donné la manière dont le travail de ranch se déroulait habituellement, où les bonnes mains restaient pendant des années et construisaient des relations avec le bétail et la terre. Une femme nommée Dolores, qui dirigeait la société historique locale et collectionnait de vieilles photographies de la région, a pris l'un des plus grands cadres et l'a étudié avec une loupe qu'elle a sortie de son sac à main. Elle a montré quelque chose à son mari, Frank, et ils se sont tous deux penchés,
chuchotant à propos de reconnaître quelqu'un sur la photo qu'il pensait avoir déménagé dans le Colorado à la fin des années 80. Mais ensuite Dolores a trouvé une autre photo de 1992 avec ce qui semblait être le même chapeau de baseball et la boucle de ceinture turquoise distinctive de l'homme disposé sur une couchette de dortoir comme si quelqu'un avait arrangé ses affaires pour une photo après son départ. Plus nous examinions de photos, plus nous trouvions ces étranges photos de nature morte d'objets personnels toujours prises dans la même pièce de dortoir avec le même cadre de lit en fer. Chacune était étiquetée au dos avec juste une année et une initiale. La mère de Bradley s'est soudainement levée de son ordinateur portable, le visage pâle, appelant le commissaire-priseur pour qu'il vienne voir quelque chose sur son écran. Elle avait croisé les contenus des portefeuilles avec sa base de données, trouvant des permis de conduire et des cartes d'identité fourrées derrière de vieux reçus et des billets de dollars usés. Les noms ne signifiaient rien pour la plupart d'entre nous, mais elle en a reconnu un d'un rapport de personnes disparues que sa sœur avait déposé en 1987 lorsque son mari n'était jamais rentré de ce qu'il avait dit être un travail temporaire de ranch. Le commissaire-priseur, un homme corpulent nommé Gordon, qui organisait des ventes de succession dans la région depuis avant ma naissance, a immédiatement arrêté les enchères et sorti son téléphone portable pour appeler le bureau du shérif. Pendant que nous attendions l'arrivée des adjoints, plus de gens ont commencé à examiner les effets personnels avec une attention différente. Ne cherchant plus des bonnes affaires, mais des réponses. Frank a trouvé une bague de fin d'études secondaires de Winslow datée de 1979 avec les initiales T et W gravées à l'intérieur de la bague. Une femme de rancher nommée Carol a découvert un portefeuille en cuir avec une photo de 3 jeunes enfants glissés derrière un permis de conduire fissuré. La date d'expiration était encore valable pour 2 ans à partir d'aujourd'hui. L'ambiance est passée de l'excitation des bonnes affaires à un silence lourd et inconfortable alors que tout le monde commençait à réaliser que ces objets n'étaient pas simplement des affaires oubliées de travailleurs partis vers d'autres emplois. 2 adjoints du shérif sont arrivés en 20 minutes, suivis d'un détective que je reconnaissais pour avoir enquêté sur une affaire de vol de bétail chez mon voisin l'année dernière. Le détective Shirley Watts a jeté un coup d'œil aux tables pleines d'objets personnels et a immédiatement appelé des renforts et une équipe médico-légale de Phoenix. Elle a demandé à Gordon de lui montrer tout document lié à la succession. Et il a produit plusieurs boîtes de documents de son camion, y compris des décennies de dossiers d'emploi que Garrison avait tenus avec une précision méticuleuse. Chaque dossier contenait une seule feuille avec le nom d'un travailleur, sa date de début, et une note manuscrite sur le moment où il aurait prétendument quitté les lieux. Toujours une variation de « parti » ou « rentré chez lui », sans adresse de réexpédition ou dernier chèque de paie enregistré. Le détective a ordonné à tout le monde de s'éloigner des objets de la vente aux enchères pendant que son équipe photographiait tout, mais elle a permis à Dolores de montrer quelle photographie montrait les arrangements de nature morte des affaires. Dolores en avait compté 37, chacune datée entre 1976 et seulement 6 mois plus tôt, lorsque les voisins avaient vu Garrison vivant pour la dernière fois, marchant le long de la limite de sa propriété avec cette démarche traînante distinctive. Le photographe médico-légal, un jeune homme qui devait sans cesse stabiliser son appareil photo parce que sa prise tremblait, a remarqué que le même clou rouillé sur le mur du dortoir apparaissait dans chaque photo et que les objets étaient toujours disposés selon le même schéma, les bottes de travail au pied du lit, le chapeau sur l'oreiller, le portefeuille et les effets personnels étalés sur le matelas mince comme si quelqu'un faisait l'inventaire. À midi, il y avait 8 véhicules de police garés le long de la route en terre du ranch, et ils avaient tendu un ruban jaune autour de toute la zone de vente aux enchères. Le détective Watts nous a tous demandé de noter nos coordonnées et a demandé si quelqu'un se souvenait de mains de ranch spécifiques ayant travaillé pour Garrison au fil des ans. Un homme plus âgé nommé Eugène, qui avait vendu du foin au ranch pendant 3 décennies, a mentionné qu'il avait toujours trouvé étrange que Garrison passe si vite à travers les travailleurs, embauchant parfois de nouvelles mains tous les quelques mois, disant toujours que les précédents ne pouvaient pas supporter l'isolement ou avaient des problèmes d'alcool. Eugène se souvenait avoir livré du foin en 1995 et avoir discuté avec un travailleur sympathique nommé Louis, qui avait promis de l'aider à charger de l'équipement la semaine suivante. Mais quand Eugène est revenu, Garrison a dit que Louis avait fait de l'autostop jusqu'à Phoenix en pleine nuit sans même récupérer sa paie. Vers 14 h, ils ont amené des chiens renifleurs de cadavres, et en quelques minutes, le premier chien a alerté près du vieux puits derrière la grange principale. Le maître chien, une femme aux cheveux gris tirés en une queue de cheval serrée, a essayé de garder son expression neutre, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter quand le chien s'est assis et a refusé de bouger, gémissant de cette manière particulière qui signifiait qu'il avait trouvé quelque chose de significatif. Le deuxième chien a alerté au même endroit, puis a couru en cercles élargis, alertant encore et encore à différents points selon un schéma en grille grossière s'étendant sur environ 50 mètres à partir du puits. L'équipe médico-légale a commencé à marquer chaque endroit avec de petits drapeaux orange.
Et bientôt, ce morceau de terre poussiéreuse ressemblait à un mini-cimetière avec des drapeaux au lieu de pierres tombales, bien trop nombreux pour être expliqués par du bétail ou des animaux de ranch enterrés. Le détective Watts a rassemblé ceux d'entre nous qui étaient à la vente aux enchères et nous a dit que nous étions libres de partir, mais nous a demandé de rester disponibles pour des questions de suivi. Elle a mentionné que le FBI serait probablement impliqué étant donné l'ampleur de ce qu'il découvrait et que l'enquête révélerait probablement des victimes de plusieurs États qui étaient venus en Arizona à la recherche de travail dans un ranch. Alors que je marchais vers mon camion, je suis passé devant la table avec toutes ces photographies, et une a attiré mon attention, une photo de groupe de 1988 où un jeune homme à l'arrière portait le même style de montre que mon père portait, une Silvrex avec un bracelet extensible qu'il avait reçu pour son 40e anniversaire. Ma poitrine s'est serrée alors que je me souvenais de mon père mentionnant un cousin qui avait disparu vers cette époque, prétendument parti en Alaska pour travailler sur un pipeline, bien que la famille n'ait plus jamais eu de ses nouvelles. L'excavation a pris 3 semaines et le décompte final était de 41 corps, tous enterrés dans des tombes peu profondes selon ce schéma en grille que les chiens avaient détecté. La plupart étaient des travailleurs migrants ou des vagabonds qui avaient répondu à des annonces pour du travail dans un ranch. Des hommes sans famille proche ou quelqu'un pour les déclarer disparus. L'équipe médico-légale a découvert que Garrison les avait empoisonnés avec de l'antigel mélangé au café ou à la nourriture, puis les avait enterrés en quelques heures, gardant leurs affaires comme une sorte de trophée tordu. Ils ont trouvé des journaux dans sa maison où il avait écrit de brèves notes sur chaque homme, critiquant leur éthique de travail ou leur défaut de personnalité, comme pour justifier ce qu'il avait fait. Le FBI a retracé plusieurs victimes grâce à l'ADN et au dossier dentaire, donnant enfin des réponses aux familles sur des parents qui avaient simplement disparu. Le ranch a finalement été démoli. La terre a été vendue à l'État dans le cadre d'un règlement avec les familles des victimes. Et maintenant, ce n'est plus qu'un désert vide avec une petite plaque commémorative que la plupart des gens passants ne remarqueraient même pas.